Hello à tous, on sait que beaucoup d'entre vous veulent investir en 2024, alors on s'est dit avec Sophie qu'on allait faire une vidéo en 2 parties. La première partie dans laquelle on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez préparer votre projet immobilier en amont, donc les choses à mettre en place, et dans une deuxième partie, on vous expliquera du coup les étapes d'un projet immobilier. Donc pour cette première partie, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut préparer, donc au niveau de votre capacité d'emprunt, comment est-ce que vous pouvez le calculer, les choses à mettre en place au niveau financier et bancaire pour vous assurer de pouvoir vous positionner sur un projet. Comment est-ce que vous pouvez du coup déterminer le budget que vous pouvez avoir pour un projet immobilier et sur quel type de projet et sur quel secteur est-ce que vous allez pouvoir vous orienter. Premièrement, le côté financier et du coup votre situation financière. Alors je sais que ça peut être délicat en se lançant de se plonger sur vos comptes. Je sais que moi personnellement j'aime pas beaucoup regarder mes comptes, je le fais très rarement, mais c'est important de le faire avant de vous lancer. Pour ce faire, vous allez d'abord donc regardez votre situation dans son ensemble. Donc regardez un petit peu combien d'argent est-ce que vous avez disponible aujourd'hui, combien de revenus est-ce que vous avez actuellement et combien de charges vous avez actuellement. Ça c'est très important. Et du coup, est-ce que vous avez aujourd'hui peut-être des crédits à la consommation en cours? Est-ce que vous avez des dépenses à droite à gauche? Et du coup, est-ce que vous pouvez assainir déjà vos comptes dans un premier temps? Alors quand je parle d'assainir, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez déjà essayer dans un premier temps d'arrêter de dépenser à tout va dans des restos, des fringues, surtout des dépenses qui font un petit peu alerte rouge aux yeux de la banque, donc c'est-à-dire des jeux d'argent, des dépenses à tout va dans le tabac du coin pour aller acheter des cigarettes ou des jeux de cartes à gratter. Donc est-ce que vous pouvez limiter un petit peu les dépenses futiles entre guillemets qui vont un petit peu faire peur à la banque? Et est-ce que vous pouvez déjà mettre en place un virement permanent tous les mois de votre compte courant à votre livret A ou livret d'épargne que vous avez actuellement? Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ça peut être même 20 ou 50 euros par mois, c'est pas grave, mais ça montre en fait à la banque que vous êtes une personne de confiance, vous êtes une personne responsable et vous faites pas des dépenses à tout va et vous arrivez même justement à mettre de côté tous les mois, même si c'est une petite somme. Pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas forcément de compte distinct, essayez de mettre en place des comptes distincts. Je sais que moi, je ne le faisais pas au début, mais c'est très important parce qu'en fait, l'argent qui dort sur votre compte courant n'est pas de l'épargne. Donc en fait, la banque, quand elle va analyser votre profil bancaire, elle va regarder que vous avez bien de l'épargne et que vous avez bien du coup vos revenus. L'épargne, il faut absolument que ce soit sur un livret A, un PEA, une assurance vie. Bref, il faut vraiment que ce soit un produit d'épargne. Donc si aujourd'hui vous avez tout votre argent sur votre compte courant, essayez vraiment de séparer les deux, ouvrez un livret A et placez de l'argent sur votre livret A et mettez en place du coup ce fameux virement permanent, mensuel sur un livret A. Et dernièrement, du coup, essayez de rembourser les crédits à la consommation que vous avez, parce que les crédits à la consommation, ça impacte fortement votre capacité d'emprunt. Et donc, si vous avez une possibilité justement d'utiliser l'épargne que vous avez pour solder ce crédit à la consommation ou d'augmenter justement le remboursement pour essayer de réduire la durée de remboursement, ça va fortement améliorer votre situation financière aussi. Ça, dans un premier temps, pour commencer, c'est pas mal. Vous plongez le nez dans les finances, vous essayez d'assainir vos comptes, vous essayez de mettre en place une épargne, et puis ensuite, vous allez passer à la deuxième étape, qui est du coup le calcul de votre capacité d'emprunt et de votre taux d'endettement. Je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas oublier que la banque, quand elle va regarder votre dossier, elle va regarder au moins les 3 derniers relevés bancaires. Donc, pas de panique si du coup il y a eu des dépenses un peu, on va dire, exceptionnelles il y a 3-4 mois, puisque quand elle va regarder votre dossier, c'est sur les 3 derniers mois. Donc, bien entendu, si cette banque, c'est la vôtre et qu'elle vous connaît, elle aura eu connaissance de ces dépenses-là. Mais c'est aussi pour d'autres banques que vous allez éventuellement aller consulter quand vous allez faire un investissement. Donc du coup, c'est vraiment sur les 3 derniers. Donc c'est pour ça que c'est important de le mettre en place dès que vous avez l'idée et l'envie d'investir pour préparer un petit peu votre profil investisseur et avoir, on va dire, le côté le plus stable possible. Donc effectivement, la banque, une fois qu'elle va regarder votre dossier, il n'y a pas besoin d'aller voir la banque du moment où vous avez envie d'investir. Sortez-vous ça aussi de la tête. Il n'y a pas du tout besoin de se dire « Ok, j'ai envie d'investir, je vais voir mon conseiller et il me dira ce que je peux faire ».
Ne faites surtout pas ça parce que le problème, c'est que parfois, on est face à des conseillers qui sont hyper ouverts et qui vont vous guider et vous aider. Mais il se peut aussi, et ça arrive assez souvent, que les conseillers sont plutôt démotivants, démoralisants et ils vont vous dire « attendez d'avoir tant d'épargne » ou « attendez d'avoir telle situation » ou alors « vous avez envie de faire du locatif ?» Non, faites d'abord votre résidence principale. Donc du coup, ça peut être un peu freinant. L'objectif, c'est vraiment de comprendre ce que vous pouvez faire avec votre situation, d'aller chercher du coup un projet qui vous convient et ensuite d'aller le défendre. Mais dans l'idée, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le HCSF autorise 35% d'endettement. Donc concrètement, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la banque, elle va prendre en considération tous vos revenus professionnels et revenus annexes s'il y en a, et partir de ce montant-là pour calculer 35% de ce montant-là représentera du coup votre capacité d'emprunt. Donc c'est-à-dire que c'est le montant que vous allez pouvoir avoir en mensualité, donc tous les mois, c'est ce que vous remboursez à la banque. Et du coup, sur 20 ans ou sur 25 ans, ça vous fait un montant global, donc c'est votre budget pour acheter un bien. Donc ce que disait Val tout à l'heure, c'est que si vous avez des crédits, par exemple, vous avez fait un crédit pour une voiture, vous avez fait un crédit conso pour acheter des meubles, ou enfin, peu importe ce pourquoi vous avez fait un financement, du coup, ça va rentrer en compte dans votre endettement. Parce que vous avez vos revenus, mais donc vous avez des charges. Les charges aux yeux de la banque, ça va être votre loyer, si vous êtes locataire de votre résidence principale, mais ça va être aussi toutes les mensualités que vous avez, donc pour des crédits conso, ou à terme, quand vous serez propriétaire d'un appartement, d'une maison, peu importe, la mensualité du crédit immobilier. Donc il y a toutes ces charges-là, et de l'autre côté, vous avez vos revenus. Et donc, si vous avez déjà des charges, si vous êtes déjà endetté, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ces charges et elle va venir les diviser par vos revenus, multiplié par 100, ce qui va vous donner un pourcentage. Et donc, si vous avez, je sais pas, par exemple, vous êtes logé à titre gratuit et vous avez vos revenus, vous n'avez aucune charge, en fait, vous êtes à, du coup, 0%, parce que vous avez 0 charge, divisé par votre salaire, vos revenus, vous êtes du coup à 0. Par contre, plus je viens ajouter des charges, donc mon loyer, mon crédit auto, par exemple, eh bien, je vais avoir un certain endettement. Donc, si je dépasse les 35%, je peux techniquement moins investir ou pas investir en fonction du conseiller qu'on a en face. Donc en tout cas, si vous avez besoin de savoir quelle est votre capacité d'emprunt, c'est que vous prenez 35% de vos revenus et ça représente la mensualité que vous allez pouvoir emprunter auprès de la banque. Donc ça donne déjà une bonne idée. Alors vous pouvez justement imaginer votre salaire, c'est 2 000 €, vous faites 35% du coup de ces 2 000 € et vous voyez donc la somme qui vous reste. Et vous vous dites, ok, je peux emprunter telle somme sur 20 ans, je peux emprunter telle somme sur 25 ans. Vous utilisez un calculateur en ligne, Lutis, meilleur taux, enfin voilà, vous pouvez utiliser des calculateurs en ligne pour voir un petit peu la somme que ça vous donne. Alors bien sûr, ça va varier du coup en fonction de la durée et du taux du crédit, mais au moins ça vous donne une idée, une fourchette sur laquelle vous pouvez vous baser. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le chiffre ultime en tête, le truc concret. Ça peut juste vous donner une bonne idée pour un type de projet sur lequel vous pouvez vous lancer. Donc, une fois que vous avez déjà commencé à mettre en place des choses pour assainir un petit peu vos comptes et commencer à avoir des comptes clean pour investir, une fois que vous avez une idée du budget autour duquel vous allez pouvoir rechercher un type de bien, la troisième étape, c'est d'essayer de vous poser et de réfléchir du coup à quel type d'investissement vous voulez faire. Il y a des personnes qui veulent acheter leur résidence principale, il y a des personnes qui veulent direct se lancer sur du locatif. En fait, pour essayer de vous aider à déterminer un peu ce qui va correspondre, bon déjà ça va dépendre du secteur dans lequel vous vous trouvez et ça va dépendre aussi du budget que vous avez. Parce que si vous habitez en plein cœur de Paris et que vous voulez acheter en plein cœur de Paris alors que vous avez 2 000 € de salaire et que vous achetez seul, ça va être un petit peu compliqué. Et il y a des secteurs dans lesquels ce n'est pas du tout intéressant d'acheter, en tout cas aujourd'hui. Il y a des secteurs dans lesquels c'est plus avantageux de rester locataire et d'investir dans du locatif ailleurs plus loin. Il y a des secteurs dans lesquels c'est carrément plus intéressant d'acheter sa RP plutôt que de continuer à louer. C'est le cas pour Perpignan, par exemple, le secteur dans lequel nous on se situe. Parce que les loyers sont relativement élevés par rapport au prix d'achat. Pour la somme du loyer qu'on va verser, on peut acheter l'équivalent et rembourser cette mensualité à la banque. Donc c'est un secteur dans lequel ça reste intéressant. Donc du coup, pour vous aider un petit peu à voir si c'est intéressant ou pas, il faut avoir conscience quand vous allez acheter quelque part, c'est que même si c'est pour de la résidence principale ou pour du locatif, c'est qu'il faut absolument faire une étude de marché. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience du prix du
du secteur dans lequel vous êtes. Alors peut-être que si vous vivez déjà dans cet endroit-là depuis toujours ou depuis 5 ans où j'étais pour mes études, peu importe, vous avez peut-être l'impression de connaître le secteur, mais c'est toujours important d'aller creuser un petit peu plus et de vraiment pouvoir être capable de dire ok, dans ce secteur, j'achète à 2 000 € le mètre carré ou j'achète à 5 000 € le mètre carré et je peux louer à 10 ou 15 € le mètre carré. Donc ça, c'est une étude de marché qui vous permet de le déterminer. Mais si par exemple, vous savez que c'est un secteur où vous achetez à 2 000 ou 3 000 € le mètre carré, forcément, si la surface dont vous avez besoin, c'est 40 ou 45 mètres carrés, venez calculer pour comprendre du coup le budget que ça pourrait représenter. Premièrement, par rapport au budget que vous avez établi, soit c'est possible, soit c'est pas possible. Mais aussi, du coup, vous savez ce que ça va représenter en termes de mensualité auprès de la banque. Ça, encore une fois, vous pouvez utiliser ces calculateurs en ligne qui vous permettent de savoir, ok, pour 200 000 €, si les taux aujourd'hui ils sont à 4,5 par exemple et j'investis sur 20 ans, ça va vous donner la mensualité. Vous n'avez pas besoin d'aller voir la banque encore une fois, ça se calcule automatiquement. Et donc, vous connaissez cette mensualité-là. Si vous savez que pour la même surface, au final, ça vous coûte à la banque, par exemple, 700 € par mois, mais que vous louez à 550 € par mois, forcément, rester locataire pour l'instant peut être un peu plus pertinent parce que ça vous fait gagner quand même 150 € par mois que vous pouvez mettre dans autre chose. Alors qu'à l'inverse, dans un secteur où le prix au mètre carré à l'achat vous revient moins cher que de louer, dans ces cas-là, effectivement, achetez, investissez. Mais du coup, il faut aussi avoir conscience que le jour où vous allez vouloir louer derrière, il va falloir aller optimiser un petit peu aussi les loyers, quoi. Outre le fait de savoir si je pars sur du locatif ou sur ma résidence principale, j'ai aussi d'autres questions à me poser pour savoir quels sont mes objectifs finalement. Vous pouvez, alors encore une fois, prendre une feuille, je pense que mettre tout à plat et extérioriser, visualiser ce que vous voulez faire, ça aide énormément. Donc vous prenez une feuille et vous vous posez en fait tout simplement les questions de par exemple, pourquoi je veux investir? Qu'est-ce que je cherche à faire avec ça? Quels sont mes projets de vie? Quelles sont mes ressources? Et quels sont mes objectifs financiers? Parce que du coup, c'est pas la même chose de vouloir une résidence principale dans laquelle on va s'installer pendant plusieurs années et c'est pas la même chose de se dire j'ai par exemple un objectif de générer 500 € par mois d'ici 1 an parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu de revenus complémentaires parce que j'ai un enfant qui arrive ou parce que j'ai envie de partir voyager et donc j'ai envie d'avoir ce petit revenu quand même ou voilà, j'ai besoin d'un revenu parce que j'ai envie de lancer mon activité et je n'ose pas quitter mon taf et lâcher mon salaire tant que j'ai pas un revenu qui va venir remplacer un petit peu tout ça. Donc réfléchissez en fait à vos objectifs de vie et demandez-vous comment votre projet immobilier va venir appuyer en fait et vous aider à réaliser ce projet de vie. Donc ça c'est super important, ça va aussi vous aiguiller et vous faire comprendre ce qui est important et cohérent pour vous et si du coup c'est plus cohérent de partir sur un projet locatif ou sur un projet de résidence principale. Alors pareil, si c'est un projet de résidence principale, posez-vous du coup les bonnes questions. Encore une fois, est-ce que je vais rester ici pendant X années? Est-ce que je me vois déjà déménager dans 2 ans? Et dans ce cas-là, il vaut mieux faire une résidence principale qui vous permet de faire une belle plus-value dans 2 ans. Comme ça, vous savez que vous allez pouvoir utiliser cet argent aussi pour investir dans autre chose. Enfin bref, le but c'est vraiment de lister vraiment tous les objectifs que vous avez. Donc de quantifier au maximum vos objectifs également. C'est très important de pouvoir mettre des chiffres, ou en tout cas du concret sur vos objectifs, parce que ça va vous permettre du coup de vraiment réaliser un plan d'action concret. Pareil pour les ressources, mettez-vous des ressources du coup temporelles. Est-ce que j'ai le temps en ce moment de rechercher? Est-ce que je vais me mettre dans 3 mois? Est-ce que je peux y consacrer 1 heure par semaine, 2 heures par semaine? Est-ce que si justement je compte investir à distance, est-ce que je peux me déplacer pour aller faire des visites, etc. Soyez le plus précis possible sur vos objectifs et vos ressources et ça vous permettra déjà d'y voir un peu plus clair. Je reviens un peu sur l'étude de marché. Je sais que c'est le truc qu'on rabâche hyper souvent, mais c'est aussi très important parce que si c'est par exemple pour de l'achat de résidence principale, vous habitez aujourd'hui dans un secteur qui vous convient, vous avez peut-être le boulot à côté ou la famille, etc. C'est très bien. Par contre, si vous achetez, il faut quand même savoir que demain, il faut pouvoir revendre ou il faut pouvoir louer. Peu importe si c'est pour rester 1 an, 10 ans, dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir en faire quelque chose, sauf si vous vous dites, une fois que j'aurai trouvé telle résidence avec tel nombre de chambres, tel terrain, je resterai toute ma vie et encore, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on ne sait jamais si demain, vous devez quand même déménager pour une raison ou pour une autre. Donc, du coup, c'est quand même important de savoir si c'est un secteur qui est porteur et si demain, vous allez pouvoir réaliser cette plus-value ou alors avoir en tout cas une demande locative et pouvoir avoir
avoir un cash flow derrière ou autofinancer ce projet-là. Donc du coup, c'est important aussi de se demander est-ce que je suis capable de m'éloigner un petit peu de là où je suis aujourd'hui pour cette résidence principale, ou alors si jamais, encore une fois, c'est un secteur qui n'est pas du tout adapté ni à du locatif, ni éventuellement à votre projet de résidence principale, où est-ce que vous allez acheter du coup du locatif? Est-ce que vous êtes prêt à vous éloigner à 1 heure, 2 heures, à 5 heures? Donc du coup, il y a aussi cette recherche de secteur qui est importante et il faut vraiment se poser la question aussi de est-ce que ça va toujours dans le sens de mes projets. Donc du coup, c'est quand même important de savoir si c'est un secteur qui est porteur et si demain vous allez pouvoir réaliser cette plus-value ou alors réaliser, avoir en tout cas une demande locative et pouvoir avoir un cash flow derrière. Comment fonctionne la ville? Il y a le côté dynamisme de la ville, la démographie, etc. Et après, il y a le côté financier, donc le prix du mètre carré, le prix de la location, etc. Donc du coup, c'est vraiment important de faire ces deux recherches-là. Donc premièrement, sur l'étude de la ville, ça va être de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle rayonne. Est-ce que j'ai des industries qui sont aux alentours? Est-ce que j'ai des gros centres commerciaux, par exemple? Est-ce que la ville, elle va plutôt s'appuyer sur le tourisme qu'elle va avoir tout au long de l'année ou en période estivale ou peu importe? Est-ce qu'il y a des domaines viticoles qui font qu'il y a du travail, il y a un attrait aussi pour les personnes de venir visiter. Donc il y a vraiment ce fonctionnement de qu'est-ce qui fait qu'elle rayonne, qu'est-ce qui fait que cette ville est riche. Il y a la démographie aussi, c'est qui est-ce qui vient s'installer, qui est-ce qui a besoin de louer ou d'acheter, quel âge a cet avatar, on va dire, ce prospect, est-ce qu'il y a des enfants ou pas, est-ce qu'on est plutôt sur de l'étudiant, est-ce qu'on est plutôt sur du touriste, donc de comprendre aussi qui s'y installe et pour quelles raisons, pour quelle durée, etc. Et le fonctionnement après au sein même de la ville, est-ce qu'il y a assez de transport, est-ce qu'il y a assez d'écoles justement pour les enfants, pour du coup des étudiants qui seraient en recherche d'université, de centres de formation, de BTS, etc. Est-ce qu'il y a assez de commerce, de services, est-ce qu'il y a une vie finalement dans cette ville-là? Parce que si on n'est que sur des villes dortoirs, finalement, il va y avoir un attrait un peu différent pour du locatif, peut-être, du locatif saisonnier. En fait, il faut que vous puissiez pitcher un petit peu la ville. Si quelqu'un vous demande, OK, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Soyez capable d'y répondre. Même si vous pensez la connaître parce que vous vivez là depuis un certain nombre de mois ou d'années, c'est important de le savoir. Et une fois que vous avez maîtrisé cette partie-là, ça va être le côté financier. C'est déjà à combien est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais acheter du coup pour ce budget-là? À combien est-ce que je vais pouvoir revendre? Donc là, on va plutôt regarder des biens qui ont déjà été rénovés. À combien est-ce que je vais pouvoir le revendre si jamais j'ai apporté cette petite touche en plus? Et à combien est-ce que je vais pouvoir louer? Et pas seulement de la location classique, mais aussi si j'ai visé de l'étudiant, à combien je vais pouvoir louer une coloc? À combien est-ce que je vais pouvoir louer une courte durée? Donc voilà, c'est vraiment ces deux études-là, l'attractivité de la ville et le côté financier qui est super important de maîtriser avant de s'engager dans un secteur. Donc du coup, une fois que vous avez passé une belle partie sur cette étude de marché, alors c'est clairement pas ma partie préférée, mais c'est hyper important de le faire, même si c'est pour un achat de résidence principale, parce que comme on l'a déjà dit et on le répète, vous n'êtes pas sûr d'y rester parce que la vie fait qu'il peut vous arriver on ne sait quoi. Même si c'est pour une résidence principale, faites cette étude de marché, c'est super important. Et du coup, dernièrement, mettez-vous un plan d'action concret, pareil, à plat, sur une feuille. Donc, vous avez fait le point sur vos finances, vous savez à peu près le budget que vous pouvez emprunter, vous avez déterminé quel type de projet vous voulez faire en fonction de vos objectifs et de vos objectifs de vie et vos objectifs financiers. Vous avez du coup fait une belle étude de marché, donc vous comprenez le secteur dans lequel vous allez investir et quel type de projet vous allez pouvoir faire dans ce secteur. Et puis maintenant, le but, c'est de vraiment établir un plan d'action de OK, je vais commencer à chercher, ou alors, avant même de commencer à chercher, je sais qu'il me faut un peu plus d'apport, donc je vais d'abord épargner. Voici combien je vais épargner par mois. Voici du coup le réseau que je vais essayer de me constituer et les recherches sur lesquelles je vais quand même commencer à regarder un petit peu. Les connaissances qu'il me faut encore aussi pour pouvoir faire ce projet-là. Est-ce que j'ai besoin de m'entourer d'autres personnes? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre encore certaines choses? Et effectivement, je pense que ce qui est très important, c'est le temps. Enfin, quel est votre deadline, quoi? C'est que si vous avez envie d'investir en 2024, OK, mais faut pas qu'on se retrouve en fin d'année et du coup vous n'avez pas encore acheté. Il faut vraiment parfois se mettre un petit challenge et se mettre une deadline. C'est aussi ce qui nous permet de finalement se mettre le coup de pied aux fesses dont on a besoin et de passer à l'action, quoi. Absolument, parce que voilà, comme dit Sophie, si vous voulez investir en 2024, il faut s'y mettre dans pas trop longtemps non plus, parce que comme on le sait, un achat immobilier ça dure quand même 3 mois minimum si tout se passe bien. Et donc il y a toute cette phase de préparation, de recherche, de visite et tout en amont. Donc c'est vrai que souvent ça s'étale quand même sur 5-6 mois.
Le but, c'est de s'y prendre assez tôt et plus on est concret et précis sur ses objectifs et son plan d'action et ses recherches, plus on a de chances de concrétiser ce projet-là. Donc, on a fait un petit peu le tour de ce qui est nécessaire de faire en amont. Dans une deuxième vidéo, dans la partie 2, on vous expliquera un petit peu les étapes de ce fameux projet. Donc une fois que vous avez préparé tout ça, comment est-ce qu'on fait pour justement trouver le bien, faire les visites, négocier, etc. Donc toutes les étapes, on vous l'explique dans la prochaine vidéo. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, dans le lien, dans la description, on a mis un lien vers un guide gratuit où on explique justement les étapes d'un projet immobilier. On a aussi le lien vers notre compte Instagram sur lequel on partage énormément de ressources et via lequel vous pouvez venir échanger avec nous. Donc si vous avez des questions, venez nous parler sur Instagram ou mettez-le en commentaire et on sera ravis de discuter avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, pour la partie 2. Et on vous dit du coup à la semaine prochaine.